Bonjour et bienvenue à tous. Patrice Talon fait les yeux doux à l'armée béninoise. Mais qui va le croire? Alors, je vais essayer de vous montrer les images qui m'ont vraiment marqué. C'est le président Patrice Talon, président du Bénin, qui a décidé de manger à la soupe, à la cantine avec son armée. Moi-même, j'ai regardé ça comme ça, j'ai dit, mais c'est trop beau pour être vrai. Patrice Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Talon, à la cantine militaire, en train de manger avec à la cantine militaire en train de manger avec des soldats. J'ai regardé la scène comme ça, j'ai dit, attendez que je réfléchisse un peu. Mais qu'est-ce qu'il fait là, le président Talon? Parce qu'en fait, et puis il a fait faire un reportage. Il a fait faire un reportage là-dessus. Assez remarquable, hein? Un petit reportage doucereux, attendrissant, qui le présente comme étant tombé amoureux de l'armée béninoise. C'est-à-dire qu'entre Talon et l'armée béninoise, il y a littéralement... C'est une véritable idylle qui a commencé. Hein? C'est comme si il rencontrait l'armée béninoise pour la première fois. Que lui, il est puceau et puis l'armée béninoise est vierge. Imaginez un puceau qui drague une vierge. Ah, on m'appelle Patrice Talon. Je crois que je suis amoureux de vous. Mais n'ayez pas peur, je ne sais pas. Je ne sais pas encore aimer. Et puis l'armée béninoise dirait, ah oui, c'est vous Patrice Talon? Je suis une armée vierge. Je suis tellement ému de vous rencontrer, monsieur Talon. Alors que me voulez... Hein? J'ai regardé la séquence là, j'ai dit, mais Talon est dangereux, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Attendez, on va retrouver la séquence. C'est juste incroyable. Patrice Talon, tendrement amoureux de l'armée béninoise. C'est quand même fort, hein? Monsieur Talon, on peut faire ça? J'ai trouvé ça particulièrement touchant. J'avais publié la vidéo ici pour que personne vraiment ne rate cela. Parce que c'était vraiment touchant, hein, Patrice Talon. Attendez, je vous la remonte là. Je crois que je peux la retrouver. Il faut qu'on voit toute cette scène. Vraiment, si ça venait du fond du cœur, qu'est-ce que ça serait touchant? Qui ne serait pas content que le président béninois ait cette attitude d'empathie, de compassion, de respect, d'amour, de tendresse envers son armée? C'est vraiment très touchant. Comment j'ai appelé ça? On ne peut pas respecter l'armée du Bénin et la mettre en concurrence. C'était le 31 décembre 1900. Voilà. Je vais retrouver ça ici. Talon m'a vraiment ému ce jour-là. Alors j'ai écrit, on ne peut pas respecter l'armée béninoise et la mettre en concurrence sur son propre territoire avec l'armée rwandaise. Sur son propre territoire. Parce que vraiment, ce qui est quand même étonnant là, c'est pourquoi tout d'un coup cette déclaration d'amour à l'armée béninoise. Hop. Voilà, j'ai retrouvé un peu ça. J'ai retrouvé ça.
Oh là là, j'ai un souci au niveau du volume. Là. Voilà, j'ai trouvé. Comme n'importe quel Voilà. soldat, il prend place dans le rang pour aller se faire servir. Le vrai moment inattendu. Bon, voilà, hop. C'est celui-ci. Il est mémorable. À l'heure du déjeuner, Patrice Talon se fond dans la masse. Comme Je vais vous reprendre l'élément. le vrai moment inattendu, c'est celui-ci. Il est mémorable. À l'heure du déjeuner, Patrice Talon se fond dans la masse. Ouais. Comme n'importe quel soldat, il prend place dans le rang pour aller se faire servir. Ici, plus de barrières, plus de protocoles. Le président est un homme parmi les siens, partageant leur quotidien, ne serait-ce que l'instant d'un repas. Entre une bouchée et une conversation, il partage avec eux un moment de convivialité. Ces gestes, simples mais lourds de sens, montrent un président proche, à l'écoute et soucieux de valoriser les forces qui protègent la République. De cette visite, on retiendra des mots, des gestes et surtout un message, celui d'une nation unie autour de ses défenseurs. À la veille de la nouvelle année, Patrice Talon offre à ses soldats et à tout le Bénin un espoir renouvelé, un hommage sincère à ceux qui, chaque jour, se battent pour que vive en paix tout un pays. Voilà donc le petit reportage qui m'a mis la puce à l'oreille. J'ai dit, pourquoi Talon éprouve-t-il le besoin de bichonner cette armée comme cela? C'est un peu comme quand vous avez fait du mal à quelqu'un, la personne ne le sait pas, et vous lui donnez un cadeau sans raison. Parfois, la personne même qui vous connaît, si vous êtes une mauvaise personne, la personne va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce cadeau? Et cette personne, si elle réfléchit bien, va dire, si ce cadeau m'est donné, c'est-à-dire que celui qui me l'a donné se reproche quelque chose, il faut que je réfléchisse. Bon, que se reproche Patrice Talon? Mais il se reproche d'avoir exactement mené la politique contraire à celle qui est présentée dans ce reportage. Une politique du mépris, une politique de la méfiance, une politique de la non-considération envers son armée. C'est ce que Patrice Talon a fait. Exactement le contraire de ce que dit le journaliste à la voix suave. Je dis que le journaliste, là, il peut vendre des glaces au pôle Nord. Non, le monsieur est doucereux. Écoutez sa voix. Réécoutez le thème de la voix du monsieur. Ça, c'est là où vous comprenez que la flatterie a atteint un niveau pas possible ici. Le vrai moment inattendu, c'est celui-ci. Il est mémorable. C'est-à-dire que le journaliste parle comme s'il était en train de dire une messe. Le vrai moment inattendu, c'est celui-ci. Inoubliable. Donc, en fait, il s'agit littéralement d'attirer le peuple béninois et l'armée béninoise dans un berger, dans un enclos, et de les enfermer, à la manière du berger qui veut faire rentrer ses moutons, qu'il craint de voir perdre ou être perdu dans la plaine. Venez, mes petits moutons, je suis votre berger qui vous attend. Venez donc, je vous aime. C'est littéralement ça le message. Hein? C'est-à-dire que Talon prend les militaires béninois là, pour des mougous, des kengematoy, il les prend pour des boubourous, des boubazos, il les prend pour des gaou, pour des nyata, il les prend pour des dungourous. Parce que, en fait, je vais vous donner la preuve que le monsieur là, il mène exactement la politique contraire de ce qui est dit dans le reportage. Voici les preuves qu'il mène la politique contraire à ce qui est dit dans le reportage. Il ne faut pas qu'on dise ici que je suis en train de régler je ne sais quel compte avec le président Talon. Je n'ai aucun problème personnel avec lui. On m'appelle le docteur des preuves. Quand je critique une politique, j'ai documenté les preuves.
Première preuve que Patrice Talon n'a pas de respect pour l'armée béninoise. Il s'est permis d'aller chercher l'armée rwandaise pour assurer sa sécurité au Bénin. Il n'a pas confiance en l'armée béninoise. Ce sont les Rwandais qui sont dans son dispositif stratégique le plus proche. Écrivez les preuves. 1. Tu ne peux pas dire que tu aimes cette armée. Que tu es uni à cette armée, en communion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec cette armée. Alors que c'est en Kagame que tu crois, et non pas en tes généraux. 1. Écris ça. Écrivez ça. Ça, c'est la preuve 1. Deuxième preuve. Mais ce monsieur Talon n'a pas de respect pour l'armée béninoise. Parce que sans avoir consulté l'armée béninoise, il avait, dans le cadre de la CEDEAO, aux côtés du Nigeria de Tinubu, de la Côte d'Ivoire de Ouattara, du Ghana de Nana Akufo-Addo, il a déclaré la guerre contre le Niger. Oui ou non? Vous vous souvenez que Talon, là, a pris la responsabilité, alors que les militaires béninois ne lui ont même pas dit qu'ils sont prêts. Hein. Il a pris la responsabilité de déclarer la guerre. De dire qu'il allait attaquer militairement le Niger. Si je dis quelque chose de faux, vous écrivez qu'il ne l'a pas fait. Ça fait preuve 2. Ce monsieur n'a pas de respect pour cette armée. Parce que quand tu respectes ton armée, tu ne vas pas déclarer des guerres que tu sais que ton armée ne veut pas faire. Est-ce que Talon, là, ne savait pas que l'armée béninoise ne veut pas combattre ses frères et sœurs du Niger? Pourquoi l'armée béninoise doit-elle aller tuer des Nigériens? Parce qu'il y a eu un coup d'État au Niger? Mais combien de coups d'État y a-t-il eu au Bénin sans que l'armée nigérienne se mêle des affaires béninoises? Patrice Talon, s'il avait une toute petite mémoire de l'histoire du Bénin, qui s'appelait précédemment le Dahomey, est-ce qu'il se serait jamais associé à une déclaration de guerre pour cause de coup d'État contre un pays? Jamais. Parce que terre de coup d'État, le Bénin le fut. C'est vrai ou c'est faux? Vous écrivez. Deuxième preuve. Patrice Talon méprise l'armée béninoise parce qu'il s'est permis de déclarer la guerre contre le Niger, contre l'avis de l'armée béninoise. Je ne dirai rien de faux sur Patrice Talon. Hein. Ça, c'est le deuxième point. OK. Troisième point. Troisième preuve que ce monsieur ne respecte pas cette armée. Non seulement il a mis son pays sous occupation militaire rwandaise, mais il méprise son armée puisqu'il déclare des guerres sans s'être assuré que son armée a même l'intention de les faire. Mais il y a un troisième point incontestable. Toutes les accusations de servir de base arrière à la déstabilisation des pays de l'AES, toutes les accusations principales qui sont formulées et documentées par le Niger, le Burkina Faso et le Mali, elles impliquent le Bénin. Dans sa dernière sortie, le président Abdourahmane Tiani du Niger a même donné les coordonnées géométriques, géographiques, géodésiques des bases militaires ou des forces étrangères à l'Afrique organisent la déstabilisation du Sahel et le soutien au terrorisme. Ça fait 3 arguments lourds. Écrivez ça. Ça fait 3 arguments lourds. Écrivez ça. Ça fait 3 arguments lourds qui démontrent que celui qui croit en la campagne de charme de Patrice Talon auprès de l'armée béninoise a soit un problème de mémoire, et celui-là est pardonnable, parce qu'il souffre d'un problème de mémoire, hein, il est amnésique, soit il a un problème de bonne foi. Et dans ce deuxième cas, c'est grave. Pour croire au mot doux de Talon à l'armée béninoise, il faut ne pas connaître les 3 éléments que j'ai cités. 1. Patrice Talon ne fait pas confiance à cette armée puisqu'il s'est confié à l'armée du Rwanda. 2. Patrice Talon ne fait pas confiance à cette armée puisque lui déclare la guerre dans le dos de cette armée, sans passer par elle. 3. Patrice Talon ne fait pas confiance à cette armée puisqu'il est sous le parapluie géostratégique et géopolitique de l'OTAN, à qui il a donné le territoire béninois comme base arrière. Et les accusations récurrentes et répétées, de mieux en mieux documentées, ont fusé à la face du monde. Patrice Talon, comme Alassane Dramane Ouattara, ne peut plus se cacher, ou Tinubu, ils ne peuvent plus se cacher derrière leurs petits doigts. On sait qu'ils sont fortement impliqués dans la déstabilisation du continent, en raison de leur complicité avec les puissances de l'OTAN
qui ont détruit la Libye, assassiné Kadhafi, organisé l'invasion du Sahel, et qui au Moyen-Orient font ami-ami avec les organisations terroristes qu'elles prétendent combattre en Afrique. Voilà la vérité qu'il faut dire au président Patrice Talon, et il faut lui dire qu'on n'a pas dit ça sans preuve. S'il faut alors rappeler son rôle dans la déstabilisation économique de la sous-région, avec la fermeture unilatérale du port de Cotonou, dans le but de faire mourir les Nigériens, alors la liste pourrait s'allonger ad vitam aeternam. On n'a même pas besoin de tout cela. Je vous donne 3 arguments qui prouvent que Patrice Talon n'aime pas l'armée du Bénin. Et tant pis pour ceux qui au Bénin croient en Talon. Parce que croire en Talon, c'est talonner sa propre intelligence. Croire en Talon, c'est avaler son cerveau. Croire en Talon, c'est fermer les yeux, se boucher les oreilles, les narines. Tout, c'est ne pas être en contact avec la réalité. Le président Talon est objectivement un serviteur de la domination anti-africaine. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, sur la base de ces faits objectifs, on peut l'affirmer sans le moindre risque de se tromper. Et voilà pourquoi je l'affirme. D'accord? Donc moi, les scènes d'amour entre le président Talon et l'armée béninoise me rappellent essentiellement des scènes de tromperie. La politique France-Africa, c'est du blague et tuer. La politique France-Africa, maman, c'est du blague et tuer. Quand Tikendia avait encore tout son cerveau, il avait chanté ça. C'est le festival des vérités crues qui continue. Nous allons passer au 3e sujet. Hein? On a clarifié? En tout cas, les militaires béninois qui croient en lui, voilà. Pour croire en ce que raconte Talon, il faut s'être décérébré. Écrivez ça. Si tu as ton cerveau, tu ne crois pas en lui. Le festival des vérités crues se poursuit. J'espère que cela vous plaît. Hein? Alors partagez l'émission, n'ayez pas peur. Pourquoi vous ne la partagez pas suffisamment là? Il y a des plateformes sur lesquelles le quorum n'est pas atteint. Donnez l'émission au peuple. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a peur ici? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Partagez l'émission. Donnez ce programme à toute l'Afrique des libertés. Je salue mes frères et sœurs au Bénin, mes amis personnels au Bénin. Et je réitère ici au président Talon que je n'ai pas un problème personnel comme lui. Je le juge sur pièce. Je juge sur ses actes. C'est ce qu'il fait qui me sert de base pour émettre un jugement sur sa politique. Sa propre personne ne m'intéresse pas. Son programme, son projet de 3e mandat, il a intérêt à quitter dans ça. Pendant qu'il est encore temps. Sinon, il y aura un coup d'État contre lui. Si ce n'est pas un coup d'État France-africain, ce sera un coup d'État révolutionnaire. On connaît les 2 sortes de coups d'État qu'il y a. Qu'il fasse très attention et qu'il se prépare à quitter le pouvoir sans chercher des déboires. Alors, s'il a pris l'argent public du Bénin, qu'il commence à rembourser. Parce que la justice aussi va lui demander d'expliquer sa fortune subite. Il faut qu'il soit prêt à ça. Oui. Ce sont des vérités. Hein. Il faut si vous aimez même le président Talon, il faut lui dire ça. Que les Béninois ne sont pas prêts à ton 3e mandat là. Que les Béninois voient bien comment vous emprisonnez tous les opposants à tour de bras, dans l'espoir de pouvoir imposer votre maintien à la tête du pays et vous protéger des casseroles que vous traînez. Ça ne va pas marcher au Bénin. Hein? Le grand peuple africain du Bénin, il y a des limites. Hein. Lui aussi, il a son quart d'heure où tu ne vas pas le reconnaître. Attention, monsieur Talon, à vos manœuvres. Talon, ouais, nous gwingen. Patrice Talon, à gwingen. Talon, ou gwingen.
Bon, continuons, on a quand même un joli programme aujourd'hui. On a un joli programme, on passe au point suivant du Festival des vérités crues. Alors, je vous ai promis d'aborder en troisième position le sujet suivant. Oligui Nguema et Bassirou Diomaye Faye sont mis en difficulté par Alassane Ouattara. Mahamat Idriss Déby Itno, le président maréchal du Tchad, lui, il est un peu en avance. Il est pas dans le piège de Ouattara. Alors, c'est un sujet qui peut vous paraître un peu tiré par les cheveux. En quoi Oligui Nguema du Gabon et Bassirou Diomaye Faye sont-ils mis en difficulté par Alassane Ouattara? Et pourquoi je dis que Mahamat Idriss Déby Itno est en avance, qu'il est hors du piège de Ouattara? La raison est la suivante. Les 5 principales bases militaires que la France avait en Afrique sont Libreville au Gabon, les bases militaires françaises au Tchad, les bases militaires françaises en Côte d'Ivoire, les bases militaires françaises à Djibouti et les bases militaires françaises au Sénégal. C'est ça qu'on a appelé pendant très longtemps le pré-carré de la France. Parce que tous les pays d'Afrique francophone étaient réputés encerclés militairement par les armées françaises. Ils étaient pris dans cette espèce de carré long, de rectangle, où les troupes françaises quadrillaient littéralement l'Afrique francophone, c'est-à-dire les anciennes colonies françaises d'Afrique. Et à travers tout ce précaré étaient disséminées des micro-petites bases permettant d'assurer le contrôle sur les dirigeants vassaux de ces pays-là, de maintenir la puissance de la monnaie péage et monnaie d'escroquerie du franc CFA, l'influence culturelle, le contrôle diplomatique et la soi-disant grande puissance de tenante de la plume au nom de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la France. Bon. Quand vous regardez le dispositif tel qu'il est aujourd'hui, vous vous rendez compte que Alassane Dramane Ouattara a fait quelque chose. C'est qu'il a essayé d'aider ses patrons néocolonialistes à simuler une fermeture, un retrait de l'armée française qui s'est avéré une ruse, un camouflage du maintien de l'armée française. En ce faisant, Alassane Dramane Ouattara a permis à l'opinion, pas seulement ivoirienne, africaine, mais internationale, de regarder de très près ce qui se passe au Sénégal et ce qui se passe au Gabon. Parce que Alassane Ouattara a été pris la main dans le sac du mensonge lorsqu'il a prétendu que les troupes françaises se retiraient de Côte d'Ivoire, alors qu'il s'agit juste d'un transfert symbolique de la base militaire de Port-Boué, le 43e BIMA, sous le commandement de l'armée ivoirienne, qui elle-même demeure sous le commandement de l'OTAN, c'est-à-dire entre autres de l'armée française. Ce jeu de passe-passe, ce tour de passe-passe a été heureusement saisi par nos analyses. Et toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique est bien politique. Le monde entier savent que en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un retrait militaire français, mais il s'agit d'une réorganisation du dispositif militaire français. En Côte d'Ivoire, on a vu très clairement la stratégie élaborée par le président Macron qui consiste à déguiser les troupes françaises en troupes civiles, en compagnie militaire de sécurité, donc en troupes mercenaires, à rendre invisible la présence des troupes officielles françaises, donc tout en augmentant la présence invisible. La présence visible va être diminuée, mais de l'autre côté, on augmente la présence invisible. En Côte d'Ivoire, ça a été vu très clairement. D'autant plus que, dans son audition en février 2024, devant la Commission de la Défense et de la Sécurité de l'Assemblée nationale, l'ancien sous-chef d'état-major de l'armée française, par ailleurs maintenant président d'une compagnie de mercenaires appelée GEOS, le général Didier Castres, a été très clair et il a expliqué que militairement, la France continuait à contrôler le port autonome d'Abidjan, l'aéroport d'Abidjan et pratiquement toute la région de l'Omo Nord à travers désormais des compagnies armées privées, des compagnies de sécurité privées, c'est-à-dire des compagnies mercenaires à la tête desquelles il était. Et que c'est ce modèle d'invisibilisation de l'armée française sur le continent africain qui désormais était viable. Le général Didier Castres a dévoilé en plein jour ce plan. Le deuxième à avoir dévoilé ce plan, c'est le représentant spécial du président français en Afrique, l'ancien secrétaire d'État, Jean-Marie Bockel. Monsieur Bockel a publiquement dit qu'en septembre 2023,
la France avait été capable de mobiliser 2000 hommes à partir de la Côte d'Ivoire pour intervenir militairement au Niger et tenter d'y restaurer le vassal france-africain notoire, Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum. En le disant, Jean-Marie Bockel avouait donc qu'en 2024, la France n'avait pas renoncé à sa politique interventionniste en Afrique, mais qu'elle avait décidé de la déguiser sous la forme d'intervention éclair sur le modèle de celle qui a été envisagée en septembre 2023, mais qui a été contrecarrée justement par la création de l'Alliance des États du Sahel et par l'alliance géopolitique, géostratégique entre le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Fédération de Russie notamment. Donc, pour revenir ici, on voit que Oligui Nguema et Bassirou Diomaye Faye sont mis en difficulté comment? Ils sont mis en difficulté parce que c'est la même stratégie qu'ils veulent mettre en place avec Paris, au Gabon et au Sénégal. Alors qu'ils étaient en train, en tout cas notamment pour Bassirou Diomaye et Sonko, de faire de grandes déclarations ayant pour but de soulager les aspirations panafricanistes populaires du peuple sénégalais, voilà que les maladresses de Ouattara, la grossièreté de Ouattara qui a révélé tout le stratagème, font que désormais Sonko et Diomaye ne vont pas pouvoir tromper les Sénégalais. Ils ne vont pas pouvoir tromper les Sénégalaises parce que maintenant, les Africains regardent et demandent que soit respectée la typologie élaborée par le docteur des preuves. La typologie entre les vrais et les faux retraits. Que dit cette typologie entre les vrais et les faux retraits? C'est une typologie en 4 points. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai retrait des troupes néocolonialistes et impérialistes? Et qu'est-ce que c'est qu'un faux retrait? Je l'ai démontré dans le document publié aujourd'hui même. Un document que vous retrouverez aisément sur toutes mes pages. Un véritable retrait des troupes néocolonialistes et impérialistes en Afrique remplit 4 conditions. Première condition, rupture des accords de coopération militaire et de défense avec les anciennes puissances coloniales et les puissances impérialistes en Afrique. Donc, rupture des accords. Or, vous voyez que ni la Côte d'Ivoire, ni le Gabon, ni le Sénégal n'ont rompu les accords de coopération militaire et de défense avec la France. Donc, à cause de Ouattara maintenant, on voit très clairement que, en fait, ils ne sont pas pour un retrait véritable des forces françaises, mais pour leur réorganisation, leur reconfiguration, leur camouflage. Deuxième critère, le véritable retrait des troupes néocolonialistes et impérialistes en Afrique se fait par une décision unilatérale et souveraine de l'ex-pays colonisé. Pourquoi? Parce que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Un vrai retrait, c'est le pays colonisé, le pays anciennement colonisé qui décide. Il n'y a pas de négociation avec le pays colonisateur ou ex-colonisateur pour que cela se fasse comme il veut ou quand il veut. Non. On lui dit, tu pars. Et ça, c'est un indice d'un vrai retrait. C'est-à-dire une volonté de souveraineté. Troisième indice, un vrai retrait s'accompagne de l'invalidation concomitante des alliances militaro-politiques plus larges avec les puissances néocolonialistes et impérialistes. Et je pense ici à la plus large alliance avec l'OTAN. Un pays qui demande le retrait de l'armée française ne peut pas être en alliance avec l'OTAN, puisque l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, comprend en son sein la France. Si tu prétends demander le retrait de l'armée française de ton sol, alors que tu autorises l'OTAN à être présente sur ton sol, tu as fait sortir par la porte ce que tu fais entrer par la fenêtre. Donc, en fait, tu fais du surplace. Là encore, sont en difficulté des pays comme le Sénégal et le Gabon, tout comme la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que Ouattara, toute l'année 2024, il a ouvert large les portes de la Côte d'Ivoire à l'armée américaine. Il a désigné une zone pour une base à Odiéné. Les officiers supérieurs américains siègent dans l'état-major de la Côte d'Ivoire. L'OTAN a ses bureaux dans le siège de la CEDEAO. Elle a ses bureaux à l'intérieur de toute la hiérarchie de l'armée ivoirienne. Le bureau du chef d'état-major en Côte d'Ivoire est partagé avec des officiers de l'OTAN. On ne peut pas d'un côté demander à l'armée française de se retirer de Côte d'Ivoire et de l'autre côté inclure l'OTAN qui comprend l'armée française à l'intérieur du commandement militaire ivoirien. Or, cette contradiction, elle est flagrante au Gabon.
elle est flagrante au Sénégal. Elle est flagrante en Guinée-Conakry même. D'accord? Donc voilà un troisième élément qui permet de savoir si on a affaire à un vrai retrait. Enfin, le vrai retrait, c'est le démantèlement simultané des troupes officielles. Ça, c'est le quatrième critère. Démantèlement simultané des troupes officielles, donc des armées, des puissances néocolonialistes et impérialistes, et en même temps, démantèlement des troupes officieuses, c'est-à-dire les troupes cachées. Je parle des compagnies mercenaires, des sociétés militaires privées, des sociétés militaires de sécurité, des ONG ayant des équipes de sécurité. Tout ça doit être démantelé en même temps. Vous ne pouvez pas d'un côté demander officiellement à des armées d'anciennes puissances coloniales, de puissances néocolonialistes et impérialistes, de quitter votre sol, alors que votre pays est rempli de militaires privés, qui dans le cadre de ce qu'on appelle les SMP, sociétés militaires privées, dans le cadre des ONG, dans le cadre des sociétés de mercenaires, des sociétés de sécurité et de gardiennage, remplissent votre pays. Les Africains qui m'écoutent doivent savoir que l'Afrique est envahie par des centaines de sociétés militaires étrangères. L'Afrique est envahie par les mercenaires. La plupart des puissances qui se sont officiellement retirées du continent africain avec leurs armées sont revenues sur le continent africain à travers les sociétés militaires privées, à travers les sociétés de mercenaires, à travers les sociétés de gardiennage et de sécurité. Quand on veut donc procéder à un retrait de ces puissances, il faut procéder à un diagnostic total de la présence des sociétés militaires privées, des compagnies de mercenaires, des sociétés de gardiennage. Il faut les passer toutes et sans exception au peigne fin et ne pas en laisser une seule qui soit à la solde de ce qu'on a clairement exclu de toute présence sécuritaire armée sur son sol. Voilà les 4 critères du véritable retrait. Et Alassane Ouattara, par sa maladresse, nous a permis d'élaborer cette typologie qui va servir littéralement de tour de contrôle aux Africains. Grâce à cette typologie, nous avons donc élaboré aussi les 4 critères du faux retrait. À quoi reconnaît-on le faux retrait des troupes néocolonialistes et impérialistes en Afrique? C'est pas compliqué. Il y a aussi 4 critères. Premier critère, absence de rupture des accords de coopération militaire et de défense avec les anciennes puissances coloniales et les puissances impérialistes en Afrique. Tout pays dans lequel les accords n'ont pas été dénoncés. Le retrait dont il parle, c'est un micmac. C'est de la dissimulation, c'est de la ruse. C'est pas un retrait. Et c'est la situation du Sénégal. C'est la situation du Gabon. C'est la situation de la Côte d'Ivoire. Ce sont des pays qui n'ont pas dénoncé les accords de coopération militaire. Ce sont des pays qui n'ont pas mis fin à ces accords. Voilà pourquoi, en réalité, ce sont des pays qui restent sous contrôle militaire de l'ancienne puissance coloniale. Deuxième élément qui prouve que c'est un faux retrait. Lorsqu'on parle d'une décision soi-disant concertée entre la puissance néocolonialiste et le pays colonisé, c'est de la ruse, du camouflage et non une vraie rupture de la domination. Il n'y a jamais eu de concertation entre le pot de fer et le pot de terre, entre le colonisé et le colon. Comme le disait Frantz Fanon, la liberté du colonisé naît du cadavre en décomposition du colon. Cette phrase de Fanon veut dire que le colonisé doit démanteler toutes les structures de la domination. Et pour cela, il ne doit demander la permission à personne. Toute liberté qui passe par la permission que l'autre nous donne d'être libre, cesse par là même d'être liberté pour devenir pseudo-liberté. Troisième critère des faux retraits, c'est le maintien des alliances militaro-politiques plus larges avec des puissances néocolonialistes et impérialistes. Tu ne peux pas dire, je demande à une armée d'une ancienne puissance coloniale, néocoloniale ou impérialiste, je lui demande de quitter mon sol. Et en même temps, autoriser qu'il y ait une alliance plus grande dans laquelle la même puissance va avoir ses hommes. Autrement dit, vous ne pouvez pas demander à l'armée française de quitter le sol africain tout en permettant à l'OTAN de s'installer. Parce que la France est membre de l'OTAN. Il n'y a que des peuples sous-informés qu'on peut tromper avec ça. Il n'y a que des citoyennes et des citoyens africains sous-informés qu'on peut tromper avec ça. Tout Africaine, tout Africain, tout analyste politique qui s'efforce de regarder la composition de l'OTAN saura que l'OTAN est composée de toutes les anciennes puissances négrières, colonialistes et impérialistes occidentales. Alors, vous ne pouvez pas dire, vous ne voulez pas des troupes de cette puissance sur le sol africain et par ailleurs, vous êtes ouvert pour ouvrir des bases de l'OTAN. Hein? Comme la tentation existe encore au Cameroun.
comme la tentation est, comme c'est le cas au Gabon, comme c'est le cas au Congo-Brazzaville, comme c'est le cas en Guinée équatoriale, comme c'est le cas, la tentation existe encore en Centrafrique, comme c'est le cas au Nigeria, comme c'est le cas, la tentation existe encore, c'est déjà le cas au Ghana, la tentation, c'est déjà le cas au Bénin, c'est le cas en Guinée-Conakry, c'est le cas, vous voyez, ces gens-là ne peuvent pas dire, nous ne voulons plus de l'occupation militaire française, alors qu'on les voit très bien, en plein jour, vouloir l'occupation militaire de l'OTAN. Tu ne peux pas vouloir le plus et dire que tu ne veux pas le moins. L'OTAN, c'est comme ça. La France, c'est comme ça. Si tu veux l'OTAN, tu veux la France, militairement parlant. D'accord? Donc que personne de ces pays qui sont en réalité en vassalité avec l'OTAN ne vienne vous dire qu'ils sont en train de fermer les bases militaires françaises. Ce n'est pas vrai. Avant-dernier critère, comment on sait que c'était un faux retrait? Quand il y a absence de démantèlement simultané des troupes officielles et des troupes officieuses. C'est-à-dire quand les compagnies de mercenaires, les sociétés privées de sécurité de gardiennage contrôlées par ces puissances étrangères restent dans le pays. Tout pays où ces gens-là restent est un pays où il n'y a pas eu de retrait. Parce que ce qu'on observe, c'est la reconversion du personnel militaire officiel en personnel militaire officieux, conformément à la stratégie révélée par les propos du général Didier Castres en février 2024 devant l'Assemblée nationale française. Voilà la typologie. C'est pour cela que dans cette typologie, je disais que Mahamat Idriss Déby, le maréchal président du Tchad, a pris une avance certaine par rapport à Alassane Dramane Ouattara, Bassirou Diomaye Faye, Oligui Nguema. En quoi a-t-il pris une avance certaine? Parce que lui, il a pris le soin de dénoncer les accords de coopération militaire et de défense. Il y a mis fin. Il a coupé le cordon ombilical militaire. Premier point. Deuxième point, il a donné un délai ferme. Il a donné un délai ferme pour le départ du dernier soldat français du sol tchadien. Quel que soit le petit camp dans lequel il se trouve, Mahamat Idriss Déby nous dit « Je ne veux plus que vous soyez ici ». Il a donné un délai ferme. Troisième critère, il est en train de comprendre la nécessité de diversifier son partenariat géostratégique et géopolitique. D'abord, il est en train de renforcer son partenariat avec le général Al-Fatah Burhan au Soudan, en lâchant Hemeti. Il est en train d'aider le chef de l'État soudanais à contrôler la situation au Soudan, parce qu'il veut sécuriser sa frontière nord-est. Deuxième élément, il a de très bonnes relations avec le Niger, du général Abdourahmane Tchani. Et qui dit bonne relation avec le Niger, dit par extension potentiellement de bonnes relations avec l'Alliance des États du Sahel. Il lui faut continuer à faire des efforts pour avoir une relation de coopération étroite avec l'AES. Troisième élément, Mahamat Idriss Déby Itno a entrepris un rapprochement avec les puissances du monde multipolaire que sont la Russie et la Chine, sur le plan militaire. Il a entrepris ce rapprochement, même s'il n'est pas encore assez avancé. Donc je dis que lui, il n'est pas tombé dans le piège de Ouattara. Parce que lui, au moins, il a dénoncé les accords de coopération militaire et de défense. Lui, au moins, il a donné un délai. On peut évaluer sa décision en regardant ce que sera le terrain tchadien après le 31 janvier 2025. On va pouvoir voir s'il y a encore des troupes de l'ancienne puissance coloniale sur son sol. Et on pourra donc littéralement évaluer sa décision à l'aune de cette réalité. Voilà pourquoi j'ai dit, Alassane Ouattara, par sa grossièreté, par sa manœuvre tellement facile à lire, c'est tellement cousu de gros fils blancs que tout le monde a vu. En réalité, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un retrait. Alassane Ouattara a foutu en l'air l'espoir de Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de Sonko de nous enfumer. Il a foutu en l'air l'espoir d'Oligui Nguema de nous enfumer. On sait que tant que ces gens-là n'auront pas dénoncé les accords de coopération et de défense, il n'y a pas de retrait. On sait que tant qu'ils n'auront pas retiré les compagnies militaires privées, les sociétés de mercenaires des puissances occidentales leur sol, il n'y a pas de retrait. On sait que ces gens-là, tant qu'ils seront en train de parler de concertation avec les puissances coloniales, ce n'est pas pour le vrai retrait. On sait que ces gens-là, tant que leurs appareils d'État seront contrôlés par des hommes politiques
qui sont en allégeance avec le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental, comme c'est le cas par exemple du général Biram Diop, ministre de la Défense du Sénégal, tant que ce sera le cas, vous pouvez courir. Il n'y aura pas de véritable retrait dans ce pays. Alassane Ouattara, par sa maladresse, a donc littéralement mis dans la merde Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Oligui Nguema, qui se retrouvent avec des pseudo-opérations de retrait qu'ils seront obligés de durcir un peu pour échapper à la colère et même à la fureur populaire. Parce que les Sénégalais ne vont pas aimer qu'on essaye de leur faire ça à l'envers, qu'on ne dénonce pas les accords de coopération. Ils ne vont pas aimer qu'on essaye de reconvertir en compagnie de militaires privés, les compagnies de militaires officiels qu'ils ne veulent plus voir. Les Sénégalais ne vont pas aimer ça. Et il va y avoir donc une tension dans le pouvoir sénégalais, entre l'aile révolutionnaire panafricaniste radicale et l'aile néoconservatrice, néocolonialiste, eh bien, dédiée à la soumission à l'OTAN. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.